Pourquoi est-ce que la pulsion est un concept fondamental? Est-ce que ça prend naissance dans le corps ou dans la psyché? Et est-ce qu'on y est vraiment soumis ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut maîtriser? Mais qu'est-ce que vous faites? Bah dites donc, monsieur, je crois que vous êtes encore plus gourmand que moi. Au départ, en 1894... Attends. 1894, tu vas encore nous parler de Freud? Oui. Je me casse. Non, Hein. toi tu restes là, toi tu es obligé de rester ici, toi. En 1894, donc, Freud évoque un principe de constance où toute variation électrique productrice de tension doit retourner à un état d'équilibre. Mais je comprends rien du tout. C'est le principe de la thermodynamique. Mais je comprends rien. La thermodynamique, pour faire simple, ça va être quand vous prenez un grand bain chaud, votre corps va se réchauffer parce qu'il est dans un corps chaud, mais à la fois, pendant que votre corps se réchauffe, le bain, lui, se refroidit et en fait, tout va vouloir s'annuler. Les différences de température vont vouloir s'annuler et à long terme, ce qui va se passer, c'est que l'eau du bain va être tout simplement à la température Ben ambiante. voilà, là c'est Ça va simple. mieux comme ça? Ce que Freud dit par rapport à ça, c'est que l'appareil psychique fonctionne à peu près pareil. Il va avoir des tensions qui vont et qui viennent, et sauf que l'appareil psychique n'aime pas ça du tout. Donc en fait, il va sans cesse faire tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir rediminuer cette tension et revenir à un état complètement stable. C'est ce qu'on appelle retrouver un état d'homéostasie. L'homéo quoi? Retrouver un état d'équilibre perceptiblement sans tension. Certains vont donc amener l'idée que les tensions et les excitations peuvent venir de l'intérieur comme de l'extérieur. Ah bah là, Freud, il est pas content. Hein. Mais c'est pas qu'il est pas content, c'est juste qu'en fait il est pas d'accord avec ça, puisque pour lui, la pulsion telle qu'il la modélise, c'est quelque chose qui est simplement dans le monde intérieur, dans la psyché. Rappelez-vous, dans le deuxième épisode, on avait vu grâce à Roussillon qu'on ne perçoit que ce que l'on peut penser, et inversement, on ne peut penser que ce que l'on perçoit. Et ce concept-là, déjà, nous avait fait prendre conscience du fait que c'était entre une réalité biologique et une réalité psychique. En tout cas, Roussillon, il le positionnait comme ça. Là, ce que Freud y dit, c'est la même chose, c'est que les tensions et les excitations, oui, c'est des choses qui viennent de l'extérieur. Je vois une lumière, mais je peux fermer les yeux et du coup, bah, je vois plus la lumière. Je me brûle, je peux enlever la main, donc du coup, je ne me brûle plus. Et ça, c'est très différent de ce que Freud y veut avancer. Freud, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de l'organisme qui crée une tension psychique. Et ce truc-là, c'est que à l'intérieur de la personne, ça ne vient pas de l'extérieur. Donc s'il y a bien quelque chose de primordial par rapport à la pulsion, c'est que elle se situe pour Freud clairement entre le somatique et le psychique. C'est un concept qui va vraiment naviguer entre ces deux choses. Pour y voir plus clair, on va prendre appui sur les Goonies pour voir un petit peu quelques pulsions. Donc elles y seront pas toutes. Et attention, je tiens quand même à préciser une chose, c'est que les deux pulsions principales que Freud a amenées pendant des années, qui étaient la pulsion de vie, la pulsion de mort, la pulsion d'Eros et Thanatos, là, eh ben, on va pas du tout les traiter. Parce que c'est beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué. On va rester sur des petites pulsions faciles à comprendre, juste histoire de comprendre ce concept-là. Donc comme je l'ai dit, on ne va pas parler des pulsions de vie et pulsions de mort, étant donné que dans les Goonies, ils passent leur temps à chercher à mourir, mais en même temps à chercher à vivre. Donc c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que si on aborde des concepts comme ça, on va devoir aborder ce qui est au-delà du principe de plaisir, ce qui est de l'ordre des circuits pulsionnels, etc., etc. Donc on va s'arrêter là, on va prendre des petites pulsions. C'est tout. Alors si on prend le personnage de Bagou, il est assez intéressant parce qu'il nous permet de voir ce qu'est la pulsion invocante, que l'on pourrait traduire par le plaisir ou le désir de parler à utiliser l'objet voix. Tout au long du film, on voit que Bagou, il adore parler, parler, parler. Le personnage de Sinoc est très intéressant aussi pour entrevoir ce qu'est la pulsion d'autoconservation, l'ensemble des besoins liés aux fonctions corporelles,
à la conservation de la vie, et la faim en est le prototype. Donc contrairement à Choco, pour qui on ne peut pas vraiment parler d'autoconservation, l'exemple de Sinoc est beaucoup plus parlant. Mama Fratelli, quant à elle, est un bon stéréotype de la pulsion d'emprise, dont le but est de dominer l'objet par la force. On voit bien tout au long du film qu'elle ne veut faire qu'une chose, c'est accéder à son propre désir, et elle utilisera l'autre par la force ou l'agression pour l'obtenir. Elle passera d'ailleurs tout le film à vouloir obtenir des choses, accéder à ses propres désirs, et elle utilisera l'autre comme objet, et elle le forcera ou alors elle l'agressera pour pouvoir assouvir son désir. Pour ce qui est de la pulsion épistémophilique, Data est parfait. Donc la pulsion épistémophilique, qui peut se traduire par le désir de savoir ou de connaître, on voit que Data, par toutes les connaissances qu'il a pu amasser, il est capable de créer des objets, de créer des gadgets, et on voit le plaisir qu'il en retire. Ici un bon exemple de pulsion scopique. Choco, on voit qu'il éprouve beaucoup de plaisir à regarder cette scène qui se déroule sous ses yeux. Et dans cette scène-ci, ce que nous pouvons voir, c'est que Troy, lui aussi, a priori, a la pulsion scopique, mais lui, il va avoir la capacité de la coupler avec la pulsion sexuelle. Et donc, c'est un bon point pour nous de remarquer que les pulsions fonctionnent rarement de façon indépendante, elles fonctionnent rarement une par une, elles sont souvent couplées ou additionnées les unes aux autres. Mais attention, il ne faut pas croire que la pulsion sexuelle ne traite que de sexualité. Vous vous doutez bien qu'en psychanalyse, on parle de pulsion sexuelle pour des choses beaucoup plus larges, qui englobent vraiment le côté plaisir au niveau corporel, mais pas que. Alors pour des raisons pratiques, maintenant nous allons presque exclusivement parler que de libido et de pulsion sexuelle. Pour des raisons pratiques, ce serait pas parce que les psys pensent qu'au cul des fois? Seulement ceux qui ont un référentiel psychodynamique. 11 ans plus tard, dans les 3 essais sur la théorie sexuelle, Freud, ce qu'il va faire, c'est qu'il va amener un concept de pulsion partielle. Et ici, la pulsion sera liée à un organe, et le but, ce sera d'apaiser la tension liée à cet organe. Et pourquoi ça s'arrête pas là? Très bonne question. Et là intervient la libido, puisque Freud, ce qu'il va voir, notamment chez le tout petit enfant, c'est qu'il ne va pas stimuler sa bouche seulement pour se nourrir. Il va aussi stimuler sa bouche à toute heure de la journée, que ce soit en explorant des objets, en faisant ci, en faisant ça. Et ça va d'abord passer par la succion. Et la succion, on voit bien que l'enfant y retourne sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et c'est pas pour une raison de nourriture ou quoi que ce soit, il cherche pas à se nourrir. C'est là, l'enfant trouve une zone érogène sur laquelle il va pouvoir jouer et sur laquelle il va pouvoir libérer du plaisir. C'est donc pas un but physiologique à satisfaire, mais bien une question de plaisir pur et simple. D'où le nom de zone érogène. Ces zones érogènes vont peu à peu se complexifier au fur et à mesure du développement de l'enfant, et on va passer d'un auto-érotisme chez l'enfant qui est dirigé vers soi, à une sexualité dirigée vers l'autre au moment de l'adolescence et de l'âge adulte. Oh, le mec il distingue sexualité pour l'adulte et érotisme pour l'enfant, bravo pour le coup de com'. Bah oui et non, parce que en fait, à l'époque de Freud, il n'y avait pas encore toute la sexualité dans laquelle on baigne aujourd'hui, donc en fait, ça a fait jaser. Ça a fait jaser. Et du coup, en fait, c'était très dur pour lui de pouvoir maintenir cette théorie-là, parce qu'il se faisait attaquer de toutes parts, mais en tout cas, il a tenu bon. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça a jasé. Mais Freud maintient sa théorie. Pour lui, la pulsion serait le meilleur représentant des processus physiologiques qu'il y aurait un jour possibilité de mettre en évidence par la science. A priori, il s'est pas trop trompé. Oui, a priori, il s'est pas trop planté, puisque ces substances chimiques, ce qu'aujourd'hui on appelle les neurotransmetteurs, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que avec des thymorégulateurs, avec des antidépresseurs, avec des neuroleptiques, on fait varier quelque chose dans l'organisme et ça fait varier la psyché. De même, puisqu'on voit bien que c'est pas seulement stimulus-réponse avec l'être humain,
que le sujet peut tout à fait dire non, je ne veux pas de cette substance ou non, je résiste à l'accoutumance ou des choses comme ça. On peut aussi aujourd'hui voir que beaucoup de nos pulsions ont été créées par notre environnement. Par exemple, c'est pas inscrit dans notre instinct de devoir se poser sur un canapé et regarder la télé. Et ça, c'est la pulsion scopique qui nous fait apprécier le fait de regarder des choses. De même que fumer des cigarettes, c'est une pulsion qui avant n'existait pas. On s'y est mis parce que on trouvait que la nicotine c'était super. De même avec l'alcool, avec n'importe quelle substance psychoactive. Aujourd'hui, tout un tas de pulsions sont créées de toutes pièces par des substances que l'on va sans cesse chercher parce qu'elles sont simplement libératrices de plaisir. Au moment de la puberté, Où la maturation physique et psychique bat son plein. notre libido, qui était avant destiné que vers l'intérieur, vers les zones érogènes comme nous disions, va à ce moment-là s'orienter vers l'extérieur, vers les objets sexuels. Non mais l'objet sexuel, t'as vu comment tu parles? En psychanalyse, un objet peut être une personne, un objet partiel, un objet fantasmatique ou un objet réel. Et comme nous l'avons vu dans les 2 premiers épisodes, les choix d'objets se feront par le moi, mais seulement dans ce qui pourra concourir aux exigences du ça et du surmoi. Les objets pulsionnels ne pourront donc pas être les mêmes d'une personne à une autre, puisqu'ils seront dépendants de la réalité psychique de chacun. Vous vous doutez bien que ce ne sont pas les mêmes femmes qui font rêver tous les hommes, ce ne sont pas les mêmes hommes qui font rêver toutes les femmes, ce ne sont pas les mêmes attributs sexuels qui font rêver tous les hommes, et ce ne sont pas les mêmes attributs sexuels qui font rêver toutes les femmes. Ça se construit petit à petit, et chacun a sa propre construction. C'est ainsi qu'en 1915, dans Pulsion et Destin des pulsions, Freud apporte 4 modalités de la pulsion, qui sont la poussée, la source, l'objet et le but. Ce que l'on peut résumer en une phrase qui est que La pulsion est le représentant d'une poussée qui prend sa source dans le corps et passe par des objets pour atteindre son but. super, très bien, c'est exactement pas ça. moi, c'est mon surmoi. Il aborde également dans cet ouvrage 4 destins. Jouer à destin pour changer de vie. De la pulsion Ça va, que nous c'est aborderons ça. mieux quand nous parlerons des mécanismes de défense. Tout à l'heure, on a vu le premier point pour lequel Freud a voulu insister par rapport à la pulsion, qui était qu'elle prenait sa source à l'intérieur de l'organisme, à l'intérieur du sujet, contrairement à la tension et l'excitation qui pouvaient prendre source à l'extérieur. Le deuxième point sur lequel veut appuyer Freud, c'est sur le caractère infini, entre guillemets, de la pulsion. Il prend l'exemple de la vague, qui va, qui vient, qui est toujours là en tout cas, qui sera plus ou moins forte, plus ou moins grande, qui aura plus ou moins des formes différentes même. Mais en tout cas, la vague sera toujours là, à l'instar de la pulsion. Donc c'est encore un point très important de distinction avec l'excitation et la tension, puisque l'excitation et la tension, comme on l'a dit, elles pouvaient s'arrêter, elles pouvaient venir être très fortes ou quoi que ce soit, mais en tout cas elles pouvaient s'arrêter dans le temps, soit spontanément, soit par une fuite motrice. Si on reprend l'exemple d'une lumière trop forte, on ferme les yeux, ça y est, c'est terminé, la lumière ne nous gêne plus pareil. Si on se brûle, on enlève la main. La fuite motrice va nous permettre de couper l'excitation ou la tension qui vient de l'extérieur. Alors que la pulsion, elle, ça va juste être apaisé. On va juste revenir à quelque chose au niveau de la normale. Mais en tout cas, ça va repartir incessamment sous peu. C'est plutôt une bonne chose parce que si on n'avait pas une vie pulsionnelle et si on n'était pas orienté vers l'extérieur pour pouvoir gérer des choses de notre intérieur, On aurait une vie d'ascète. tu dégages avec Faut des pas blagues déconner. pareilles. Heureusement, toutes les pulsions n'auront pas besoin d'être assouvies sur le plan réel, mais pourront l'être sur le plan symbolique. C'est ce qui, je pense, nous distingue le mieux des autres animaux, puisque nous allons, au cours de notre vie, de plus en plus avoir la faculté de répondre à nos pulsions sur un plan symbolique et non plus réel. Ce nouvel épisode de Va te faire suivre est maintenant terminé, j'espère que vous l'avez aimé et que si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vert. Je vous invite vraiment à le partager si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, bien sûr, petit pouce rouge, c'est normal.
Dernière petite chose, j'espère que le nouveau cadre vous plaît, que mon nouveau cabinet, comme vous pouvez le constater, moi en tout cas il me plaît bien, j'aime beaucoup travailler ici maintenant. J'espère que vous m'entendez mieux parce que j'ai investi dans un micro, j'ai aussi investi dans de la lumière, j'ai investi dans 2-3 petites choses qui font que normalement la qualité des vidéos devrait augmenter. Et j'espère pouvoir progresser aussi en montage. Et voilà, à la prochaine. Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.